Donc bienvenue à ce webinaire sur les moteurs électriques, donc quelque chose d'assez technique euh, qui va être intéressant. Donc voilà, on va aller sur ce sujet-là. Ça va durer à peu près 1 heure. Si vous avez des questions, posez-les plutôt dans la conversation. Je les relèverai, soit je les poserai en direct, soit je vous demanderai d'ouvrir vos micros en fonction des questions. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, on peut même interrompre, hein, je pense qu'on aura à peu près le temps. Ça va durer à peu près 1 heure. Enfin, c'est avec l'entreprise Inoxelis qui va bientôt se présenter. Donc voilà, ça fait partie de notre programme d'animation, donc avec les webinaires qu'on fait tout au long de l'année, donc avec des sujets qui peuvent être voilà, un petit peu techniques comme celui-ci, mais aussi des webinaires comme on va avoir plus bientôt là, sur les achats d'énergie, sur les réglementations, sur les aides, des choses qui peuvent être un peu plus généralistes. Et là, sur un sujet assez technique qui concerne quasi tout le monde. En tout cas, bon webinaire. Et puis, je vais passer la parole à l'entreprise Inoxelis qui va se présenter et puis prendre ce webinaire. Donc voilà. Merci. Eh bien, merci Florian. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien et que la liaison est bonne. Voilà, donc avant d'attaquer le contenu de ce webinaire, écoutez, je me présente, Bertrand Grison. Voilà, je suis le dirigeant fondateur de la société Inoxelis, qui existe depuis 2017. Et dont le métier s'articule autour de l'ingénierie des équipements industriels, voilà, avec des différentes offres adressées aux industriels de tous les secteurs d'activité dans la région du Grand Ouest, et offres qui comprend donc des services d'ingénierie, de conseil, de l'aide au développement de systèmes industriels ou de l'aide à l'amélioration de systèmes existants. On propose également la réalisation d'équipements industriels spécifiques avec différentes spécialités, notamment les systèmes à base d'hydraulique. Et puis, on fait également de l'accompagnement à la maintenance du rétrofit, de la remise à niveau d'équipements existants. Voilà, je ne m'attarde pas plus que ça sur la présentation de l'entreprise. L'objet de ce webinaire, c'est plus de faire un petit tour d'horizon des motorisations électriques dans l'industrie. Alors, on va parler un peu de technologie, mais on va essayer voilà, de brosser le sujet sans aller trop loin dans les détails, mais quand même de vous donner des informations potentiellement intéressantes. On va donc parler un peu en introduction de la présence et de l'importance de la motorisation électrique dans l'industrie, techniquement et économiquement. On entrera un peu dans la partie technologie des motorisations électriques pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les différentes typologies, et puis comment on appréhende la performance d'une motorisation électrique. Et là, on ira parler donc, notamment de la notion de rendement. On parlera aussi de l'aspect réglementation et obligation, puisque les rendements des motorisations électriques, c'est encadré par des normes et par de la réglementation au niveau européen, en tout cas. Et puis, avant de conclure, on évoquera un cas concret, voilà, application de la variation de vitesse et un travail sur la motorisation dans le cas d'une presse hydraulique. Voilà. Et sans plus attendre, donc voilà, premier tour d'horizon du poids économique des motorisations électriques dans l'industrie. Voilà, 70% de la consommation mondiale d'électricité est adressée aux motorisations électriques dans l'industrie. Ça, c'est déjà une première donnée quand même très intéressante. Donc, pour tout un chacun dans le milieu industriel, la consommation électrique, c'est 70% les motorisations électriques. Donc, on comprend tout de suite l'importance d'être vigilant et de s'intéresser à la performance de ces motorisations électriques. Et puis, la deuxième donnée macroéconomique que j'ai trouvé intéressante à vous partager aujourd'hui, c'est la répartition des coûts d'une motorisation asynchrone. La motorisation asynchrone, c'est le grand standard dans les applications industrielles. Et on voit tout de suite que la quasi-totalité des coûts, en vérité, c'est la consommation électrique.
On se focalise souvent sur le coût d'achat. On parle aussi souvent du coût de maintenance, mais en vérité, voilà, le poids économique du coût global d'une motorisation, c'est la consommation électrique. Donc, ces deux données-là permettent tout de suite de mesurer l'importance de la consommation électrique appliquée aux motorisations dans l'industrie. Alors, les applications, elles sont très, 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 très diverses, hein. Il y en a de très nombreuses. La motorisation électrique, on la trouve partout dans l'industrie, pour la production de fluides, d'air comprimé, pour la ventilation, pour produire du froid. On va la retrouver aussi souvent appliquer pour produire du chaud d'ailleurs. On la trouve bien sûr dans toutes les applications de manutention, le convoyage, le levage, la transformation des produits, hein, que ce soit la transformation du bois, des métaux, des matières plastiques ou des matières minérales. Bref, la motorisation électrique, elle est vraiment partout. Et ce qui est intéressant de noter à ce stade-là, c'est que en fait, chaque application est spécifique et donc va nécessiter des caractéristiques et des performances particulières au niveau de la motorisation. On ne va pas appréhender de la même manière une application de broyage ou une application d'injection de matière plastique, par exemple. Petit tour d'horizon ici, donc des grandes typologies de motorisation électrique qu'on rencontre dans l'industrie, avec deux grandes familles, hein. On va parler d'un côté des moteurs asynchrones et de leurs voisins, les moteurs synchrones. Alors, les moteurs asynchrones, que vous apercevez là sur la gauche, se caractérisent en fait en général par un rotor bobiné ou en tout cas par un rotor qui n'a pas d'aimant permanent. Cette famille des moteurs asynchrones, elle est très, très majoritaire dans l'industrie. C'est vraiment celle qui couvre les applications les plus courantes. Dans une très grande plage de puissance, hein. Ça va de 0,1 jusqu'à 1000 kW, voire plus. Mais c'est vraiment, voilà, c'est le moteur très, très majoritaire qui peut être, selon les applications, alimenté en direct. Et là, dans ce cas-là, effectivement, le moteur, il est alimenté par le réseau triphasé, hein, dans la plupart des cas, et il va fonctionner à vitesse constante. Mais on le trouve aussi, et de plus en plus, alimenté via le variateur de vitesse, qui, entre autres intérêts, permet donc de faire varier la vitesse de rotation du moteur, et donc on va le voir un petit peu plus loin, d'adapter le fonctionnement de la motorisation aux besoins. Alors, le grand intérêt, hein, de ce type de motorisation, c'est qu'il est économique, hein, c'est produit en très très grande quantité. Ça répond à des standards, donc c'est vrai qu'à l'acquisition, c'est le moteur le plus économique. Il est reconnu pour être robuste et il est aussi réparable, assez aisément et assez économiquement. Dans les bémols de cette motorisation-là, le rendement qui n'est pas le plus élevé, hein, ce n'est pas la technologie de moteur qui va offrir le rendement optimal. Et surtout, c'est un rendement qui est variable selon la charge. On va y revenir, mais ça a toute son importance. C'est une typologie de motorisation qui trouve aussi ses limites et qui le rendent inadapté pour certaines applications, donc notamment des applications où on va chercher de la précision, une grande dynamique, des couples à très basse vitesse, voilà, des applications exigeantes pour lesquelles on va plutôt faire appel aux moteurs synchrones, moteurs qui, la plupart du temps, dans la quasi-totalité des cas, en fait, ont un rotor à aimant permanent, ce qui modifie singulièrement le fonctionnement et la physique du moteur et donc ses performances. Alors, le moteur synchrone, hein, c'est le moteur des applications exigeantes. C'est le moteur qui va permettre notamment de travailler sur des applications de précision, donc de faire du positionnement, du contrôle de vitesse précis, des applications à haute dynamique, hein, également. Donc, c'est le moteur, par exemple, c'est le moteur de la robotique. C'est le moteur qu'on rencontre aussi souvent dans les machines-outils.
et à chaque fois que vraiment on est exigeant en termes de performance. Alors, c'est un moteur qui est nécessairement alimenté par un variateur de vitesse. Il ne peut pas être alimenté directement par le réseau. Il est hautement performant, il a un rendement généralement très élevé et très stable. En revanche, il est nettement plus coûteux que le moteur asynchrone et sa plage de puissance est plus limitée, hein. C'est plus compliqué d'atteindre, en tout cas, il concurrence difficilement les fortes puissances obtenues avec les moteurs asynchrones. Voilà, donc là, je vous ai décrit les deux grandes familles de moteurs. Sachez que il y a sur le marché ce que j'appelle des nouveaux arrivants. Alors, nouveaux arrivants, ils sont là depuis quelques années quand même, mais ils sont un peu moins connus. Et là, on va parler de moteurs synchrones, mais sans aimant permanent. Là, c'est des technologies qui ont été développées par différents motoristes. On va parler notamment de moteurs à réluctance variable, et puis il y a aussi d'autres technologies. Et là, donc, on a affaire à des moteurs qui sont un peu hybrides et qui rehaussent significativement, en tout cas les technologies utilisées rehaussent significativement les performances et donc le rendement par rapport aux moteurs asynchrones, mais en levant certaines contraintes des moteurs synchrones traditionnels. Donc, c'est un bon compromis économique et on peut monter assez haut en termes de puissance. Voilà, des nouveaux arrivants qui très probablement vont prendre de plus en plus de place sur le marché. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vous propose de faire un petit focus sur le rendement des moteurs asynchrones et de rappeler des points assez, assez basiques, mais qui sont pas toujours bien connus. Et pour les illustrer, là, j'ai choisi de vous présenter une courbe qui vous donne ici donc le rendement de 3 motorisations électriques de puissance différentes en fonction de la charge qui est appliquée au moteur. Donc, cette charge elle va de 0 jusqu'à 100, voire 125%. Et ce qui est intéressant déjà de noter, c'est que plus la charge est faible, donc plus on s'approche du fonctionnement à vide de la motorisation, et moins le rendement est intéressant. Ça veut dire qu'un moteur asynchrone, il va consommer du courant, et donc va consommer de l'énergie quand il fonctionne à vide. Et l'énergie qui est consommée par ce moteur quand il fonctionne à vide n'est pas négligeable. Déjà, ça amène un début de réflexion, je pense, sur les applications dans lesquelles on voit des moteurs asynchrones qui fonctionnent à vide dans des phases d'attente du process, des phases de stand-by de la machine, des phases dans lesquelles, en fait, on ne demande rien de spécial au moteur, simplement on le laisse tourner parce que technologiquement, on n'a pas la possibilité de l'arrêter facilement, ou il n'est pas prévu de l'arrêter ou d'adapter sa vitesse. Donc, un moteur électrique asynchrone qui tourne à vide, il consomme de l'énergie et il ne produit aucun travail. Deuxième élément intéressant à constater, c'est que le rendement fluctue assez fortement en fonction de la puissance de la motorisation, et notamment, plus les motorisations sont puissantes, meilleurs sont les rendements. On atteint des rendements plus élevés sur des grosses motorisations que sur des petites motorisations. Ça veut dire que dans des applications où on va avoir grand nombre de motorisations de faible puissance, on sera potentiellement moins performant que si on avait moins de motorisations avec des puissances unitaires plus élevées. Voilà. Alors, tout ça s'explique par la physique de la machine asynchrone. Et pour expliquer ça, il y a une image qui est souvent employée par les électrotechniciens. C'est l'image qui permet d'illustrer ce qu'est la puissance active et la puissance réactive. C'est l'image du verre de bière que je vous ai rappelé ici sur cette slide.
pour expliquer que en fait, une machine asynchrone va consommer une puissance qu'on va appeler la puissance apparente. Ça, c'est la puissance qui est appelée sur le réseau, qui est consommée. Mais seulement, cette puissance, c'est l'addition de ce qu'on appelle la puissance active. Donc ça, c'est la puissance qui est utilisée par le moteur asynchrone pour réaliser son travail, donc pour générer du couple et de la vitesse. C'est cette partie-là qui va être transformée et qui va produire des résultats. Mais à cela va s'additionner la puissance réactive, et qui est une puissance en fait qui est consommée par le moteur pour notamment pour se magnétiser, pour son fonctionnement interne. Mais cette part de puissance ne produit pas de travail, donc pas de résultat. Et quand le moteur fonctionne à vide, donc à 0% de sa charge, eh ben, il consomme de la puissance réactive, mais il ne consomme pas de puissance active. Et c'est cette puissance réactive dont on fait les frais et qu'on va la plupart du temps chercher à réduire. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce premier petit tour d'horizon technique et de ce focus sur le rendement? C'est que adapter le fonctionnement d'un moteur aux besoins, c'est la base pour faire des gains énergétiques. Donc, basiquement, déjà, avoir la possibilité, ou en tout cas faire en sorte de ne faire tourner le moteur électrique que lorsque c'est nécessaire. Chasser les moteurs qui tournent sans rien faire dans son usine, c'est déjà un bon réflexe. Et puis ensuite, adapter le régime moteur aux besoins du process, aux besoins de la machine qui est entraînée. C'est aussi un bon moyen de faire des économies d'énergie. Et c'est là qu'apparaît en fait l'intérêt de la variation de vitesse du point de vue énergétique, au-delà des intérêts que la variation de vitesse peut avoir aussi pour les besoins du process. Contrôler la vitesse de la motorisation, ça peut avoir plein d'intérêts. Ça permet de mieux gérer les transmissions, de ménager la mécanique, d'éviter des chocs, etc. Ça a plein d'intérêts purement techniques, mais ça en a aussi, et ils ne sont pas négligeables du point de vue énergétique. Voilà, c'est pour ça, si vous avez vu ou entendu pas mal de choses marketées par les fabricants qui disent que voilà, mettre des variateurs, ça permet de faire des économies d'énergie, c'est en particulier dû à ça, même si il faut rester vigilant. Chaque cas est différent et à chaque fois, pour avoir la bonne analyse et porter les bons arbitrages, il faut d'abord bien connaître l'application. Il y a des applications dans lesquelles la variation de vitesse va être pertinente et d'autres applications dans lesquelles elle le sera peu ou pas du tout. Alors, un des intérêts énergétiques de la variation de vitesse, il s'explique en fait par l'action sur ce qu'on appelle le cos-phi. Le cos-phi, c'est une grandeur, c'est une caractéristique d'une motorisation qui en gros va définir le taux d'efficacité et la répartition entre la puissance active et la puissance réactive. Plus le cos-phi va être faible, plus la machine, la motorisation asynchrone va consommer de l'énergie pour ne rien en faire d'utile. Donc là, ce petit tableau, il est là donc pour finalement présenter d'une autre manière ce qu'on a vu sur les courbes, à savoir que le cos-phi, il évolue sur une motorisation asynchrone classique, il évolue en fonction de la charge. On voit que l'optimal s'obtient à partir de 75% de la charge. Alors à 50% de la charge, ça commence à être intéressant. On commence à avoir un cos-phi qui est intéressant. Mais en dessous, on a un moteur asynchrone qui n'est pas très performant. Donc, surdimensionner des motorisations asynchrones par rapport à une charge à entraîner, ce n'est pas une très bonne idée en termes de performance énergétique. Et il s'avère que implémenter une variation de vitesse en amont d'une motorisation asynchrone, ça permet en fait d'homogénéiser et d'élever le cos-phi qui est vu par le réseau.
Voilà, c'est un moyen de compenser cette dégradation du COSFI sur une motorisation asynchrone qui n'est que peu chargée. Voilà, ça c'est l'intérêt principal, la raison principale pour laquelle on argumente souvent la variation de vitesse comme étant un moyen d'améliorer le rendement. Même si voilà, tout ça reste à analyser au cas par cas, bien entendu. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je voulais profiter aussi de ce webinaire pour faire un petit point sur un élément dont on entend souvent parler quand on parle de variateurs de vitesse. C'est les perturbations et les courants harmoniques. En effet, les variateurs de vitesse n'ont pas que des avantages. Ils ont quelques inconvénients, ou en tout cas, ils imposent quelques points de vigilance, notamment en matière de courant harmonique. Les variateurs de vitesse, dans leur principe de fonctionnement, en fait, travaillent en effectuant d'abord un redressement de la tension alternative avec laquelle ils sont alimentés. Donc le réseau triphasé, hein, c'est un réseau alternatif. On a une tension alternative qui arrive à l'entrée du variateur de vitesse. Le variateur de vitesse va d'abord transformer cette tension alternative en tension continue. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est fait par l'étage redresseur. Et puis ensuite, on va avoir un étage ondueur qui, lui, va hacher cette tension continue pour recréer une tension, en tout cas quelque chose qui est vu par le moteur asynchrone en aval, quelque chose qui est vu comme une tension alternative, mais dont on va savoir faire varier la fréquence. Voilà, c'est le moyen utilisé par le variateur de vitesse pour créer une tension alternative de fréquence variable et donc pouvoir faire varier la vitesse de rotation du moteur. La contrepartie de cette fonction de redressement, c'est que ça génère des courants harmoniques. Et donc, les variateurs de vitesse sont des émetteurs de courants harmoniques vis-à-vis du réseau en amont. Et ces courants harmoniques, ils génèrent des pertes déjà. Donc, là, ici, à ce niveau-là, on a des pertes qui viennent pénaliser un petit peu les bénéfices énergétiques qu'on obtient avec le variateur. Donc, le variateur de vitesse, il procure des bénéfices énergétiques, mais il génère aussi des pertes, notamment en raison des courants harmoniques. Puis les courants harmoniques, c'est aussi source de perturbations sur le réseau, donc de bruit et de signaux parasites qui peuvent déranger le fonctionnement de tous les autres appareils qui sont à proximité. Voilà, donc ça, effectivement, il y a cette contrepartie quand on emploie des variateurs de vitesse. Il faut bien l'avoir à l'esprit et il faut la gérer. Alors, il y a tout un tas de choses qui permettent de la gérer. Déjà, il y a des précautions dans la mise en œuvre des variateurs de vitesse, notamment en termes de câblage. Il y a l'usage des câbles blindés, la mise en œuvre des câbles blindés, la disposition des câbles aussi dans l'environnement du variateur de vitesse pour réduire la pollution. Et puis, il y a des dispositifs qui sont recommandés, voire très fortement recommandés, des filtres, ce qu'on appelle des filtres CEM, des réactances, et puis d'autres dispositifs aussi, qui vont permettre de réduire la pollution que le variateur va générer sur le réseau. Bon. Voilà, un variateur de vitesse, pour vraiment en tirer la quintessence et pas générer d'autres problèmes, d'autres nuisances, ça s'accompagne de précautions dans la mise en œuvre et puis d'éléments périphériques, notamment en amont, qu'il faut savoir prévoir. Voilà. Après le point technologique, je vous propose un petit point sur la partie normes et réglementations. Pour vous dire déjà donc, le niveau de rendement des motorisations, il est défini par une classification, une appellation IE,
suivi d'un chiffre qui va apparaître. Donc, les fabricants de moteurs doivent faire apparaître cette appellation sur la plaque signalétique. Cette appellation IE permet en fait de connaître le niveau de rendement du moteur électrique. Et le niveau de rendement du moteur électrique, en fonction de son appellation, est défini dans une norme technique qui est partagée par tous les fabricants de moteurs. Et donc, quand vous observez la plaque signalétique d'un moteur, déjà, vous savez que s'il est IE2, il est moins performant que s'il était IE3 ou IE4. Ça, déjà, c'est une première indication. Alors, les IE1, ils existent, mais en Europe, en tout cas, alors vous en avez peut-être sur vos sites industriels, mais en tout cas, ils sont plus commercialisables pour un usage sur le territoire européen. C'est les moteurs de moins bon rendement. Les IE2, je pense que vous devez en avoir beaucoup. Les IE3, c'est le standard, on va dire, du moment. Et puis les IE4, c'est le niveau vers lequel on est en train de migrer progressivement. Voilà. Et donc, la norme dit, voilà, un moteur IE3, il a... Alors, si on prend l'exemple du moteur 30 kW, là, que j'ai choisi dans la norme, s'il est IE2, il a un rendement de un petit peu plus de 92%. S'il est IE3, c'est 93,6%. Et s'il est IE4, ça va être 94,9%. Alors, on monte de quelques petits pourcents à chaque fois, mais ça a des effets qui, dans certains cas, dans certaines applications, peuvent à long terme être non négligeables. Et donc, par-dessus cette norme technique, vient une réglementation. Donc là, c'est une directive européenne. Donc là, ça fait office en fait d'obligation et de cadre juridique qui s'impose aux constructeurs, notamment aux fabricants de moteurs électriques. Alors, il y a différents dispositifs qui ont été mis en place dans les différentes régions du monde. Et en Europe, on a une réglementation qui s'appelle MEPS, qui a évolué. Donc, on est aujourd'hui à la directive UE 2019-1781. Cette directive a pour objet de fixer les minima de rendement pour les moteurs qui sont commercialisés pour un usage sur le territoire européen. Alors, on est passé par plusieurs stades. C'est pour ça qu'il y a eu différentes réglementations qui ont été amendées, mises à jour. Et donc là, actuellement, tous les moteurs qui sont commercialisés depuis le 1er juillet 2021, de 0,75 kW jusqu'à 1000 kW, doivent avoir un rendement minimum IE3. Donc si on propose des moteurs dans cette gamme de puissance qui n'ont pas un rendement IE3 et qu'on ne se conforme pas à la directive européenne. Il y a quelques années, c'était IE2, et puis donc ça a été renforcé. On est IE3 maintenant sur cette gamme de moteurs. Et pour illustrer donc la poursuite en fait de ce programme et de ses obligations, là, la prochaine étape, c'est 2023. Donc là, il y a une gamme de moteurs entre 75 et 200 kW qui devront être IE4. Voilà, et puis ça va se poursuivre dans les années qui viennent, nul doute. C'est une obligation de poursuivre la montée en rendement des motorisations. Il y a des obligations légales au niveau européen. Avant de conclure, et puis peut-être de passer aux questions, je vous propose de vous partager un petit cas un peu plus concret d'application sur une typologie de machine qui permettent de bien visualiser quels peuvent être les intérêts de faire évoluer une solution de motorisation et de basculer d'une motorisation conventionnelle à une motorisation plus performante avec variation de vitesse. C'est le cas de la presse hydraulique, qui est une typologie de machine quand même bien répandue dans l'industrie, qui est une typologie de machine
que moi j'appelle à cycle, c'est-à-dire une machine qui, dans son fonctionnement, enchaîne différentes phases avec des états de fonctionnement bien différents, et notamment des états de fonctionnement où la presse elle est immobilisée, parce qu'on va charger de la matière ou décharger la pièce qui vient d'être produite. Alors, traditionnellement, les presses hydrauliques, elles sont alimentées par un groupe hydraulique dans lequel on va retrouver un moteur asynchrone qui entraîne une pompe. Le moteur asynchrone, il entraîne la pompe en permanence à vitesse constante. Et ensuite, les différentes phases de fonctionnement et les différents mouvements de la presse vont être gérés par le système hydraulique et par des valves qui vont permettre d'actionner, donc d'activer les mouvements, de gérer la pression et de gérer le débit. Mais quoi qu'il en soit, le moteur électrique, lui, tourne en permanence. Et il entraîne la pompe en permanence. Ça, c'est ce qu'on rencontre encore aujourd'hui dans la plupart des cas. Une manière d'améliorer ça et de repenser la motorisation et l'entraînement hydraulique de cette presse, c'est de remplacer le système hydraulique conventionnel par un système qu'on baptise servopompe. Alors une servopompe, qu'est-ce que c'est? Une servopompe, c'est une pompe qui est entraînée par un moteur synchrone, pour le coup. Donc, on remplace le moteur asynchrone par un moteur synchrone à aimant permanent, qui est alimenté par un variateur de vitesse. Et là, on ne va plus entraîner la pompe de manière constante et permanente. On va l'entraîner à la demande, c'est-à-dire uniquement quand on a besoin de faire des mouvements sur la presse. Et on va entraîner la pompe à vitesse variable en fonction du besoin de la presse, en débit et en pression. Donc là, on voit qu'on change complètement la philosophie. On ne va plus gérer le débit et la pression par des valves, on va le gérer directement en amont par la motorisation, par l'entraînement de la pompe. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change en fait que dans le cycle de notre presse, là, dans toutes les phases d'attente dans lesquelles je charge de la matière brute ou je décharge une pièce finie pour recharger de la matière brute, dans toutes ces phases d'attente qui vont s'accumuler tout au long de la journée de production, ma servopompe, elle est à l'arrêt complet, donc elle ne consomme pas d'énergie. A contrario, le groupe traditionnel, lui, dans toutes ces phases d'attente, lui, il continue à tourner, donc il consomme de l'énergie. Déjà là, dans toutes les phases de stand-by, je fais un gain énergétique. Le deuxième intérêt, c'est que je vais pouvoir gérer les phases d'approche rapide, de descente rapide de ma presse, par exemple, dans lesquelles je viens juste faire une approche de l'outillage sans pression particulière, mais je cherche à descendre rapidement parce que je ne veux pas perdre de temps. Puis ensuite, on va enchaîner avec des phases de pressage, donc là, des phases dans lesquelles on va générer un effort important, mais pratiquement sans déplacement. On va le gérer et on va produire le juste nécessaire d'énergie hydraulique. Donc, on va consommer le juste nécessaire d'énergie électrique grâce à la servopompe. Ce n'est pas le cas quand on utilise un groupe traditionnel. Lui, il va produire toujours 100% de l'énergie hydraulique et après, c'est avec des valves que je vais gérer différemment cette énergie. Mais quoi qu'il en soit, avec un groupe hydraulique traditionnel, je consomme 100% de l'énergie, 100% de la puissance. Avec une servopompe, je vais pouvoir moduler, ajuster au juste nécessaire. Alors, si on fait un petit bilan énergético-économique de ce cas-là, avec quelques hypothèses de fonctionnement en termes de coût horaire de kilowattheure, de durée de production hebdomadaire. Donc là, on est sur un cas 8 heures par jour, 250 journées de production annuelle. On voit qu'on a un écart qui est quand même significatif en termes de coût d'acquisition entre la solution conventionnelle et la servopompe. On va presque du simple au double. En revanche, en termes de consommation annuelle, on fait des gains qui sont très significatifs, qui divisent presque par 10 la consommation électrique annuelle avec
avec la servopompe. Donc, on fait un gain annuel qui, là, dans ce cas précis, approche les 3 000 € par an. Et ça laisse donc espérer un retour sur investissement d'un peu plus de 3 ans et demi, qui est quand même un retour sur investissement relativement rapide, et au-delà duquel on va enregistrer purement des gains avec la solution servopompe. Donc, c'est un exemple que j'ai trouvé intéressant à vous partager parce qu'il illustre bien le fait que, voilà, malgré un coût d'acquisition qui est quand même significativement différent, ben, il peut y avoir un ROI rapide qui justifie effectivement l'investissement. Alors, avant de passer à vos questions, voilà un petit mot de la fin, une petite conclusion pour vous dire que bah, voilà, les opportunités de gain énergétique sur les motorisations, elles sont nombreuses et elles sont non négligeables. On l'a vu de par l'importance de la motorisation électrique dans l'industrie et de par l'importance de la consommation dans le coût de la motorisation, dans le coût complet. Donc, ça mérite bien qu'on s'y intéresse. Et transformer ces opportunités en gains réels, bah, ça nécessite une démarche logique, une démarche technique et une démarche, moi j'aime bien parler de démarche pragmatique, voilà, dans le sens où toutes les applications, toutes les motorisations ne sont pas nécessairement des problèmes. Certaines applications sont prioritaires et d'autres sont complètement marginales. Il faut cibler les bonnes priorités en ayant un regard technique rationnel. Ensuite, une fois qu'on a identifié les priorités dans son process, bah, il faut bien caractériser le besoin réel du process ou de la machine entraînée, en termes de couple, en termes de vitesse. Voilà comment la machine fonctionne, de quoi elle a besoin. Et à partir de là, on peut étudier des solutions améliorantes qui vont fournir le juste nécessaire de couple et de vitesse à la machine ou au process, avec un niveau de performance énergétique optimal. Et une fois qu'on a défini ces solutions-là, et ben là, on peut passer au calcul du ROI. Le calcul du ROI, il est indispensable pour prendre les décisions et puis éventuellement passer à l'action. Voilà, mais au-delà des généralités et puis des réalités technologiques des motorisations, du monde de la motorisation, bah, il y a la nécessité d'une étude au cas par cas dans le contexte industriel de chacun et sur les applications concrètes de chacun. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui et pour faire notamment un petit tour d'horizon des motorisations électriques dans l'industrie. Je vais repasser la main à Florian pour éventuellement vos questions. Oui, super, merci. Alors, on a quelques questions. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, il y avait une question sur quand on parlait un petit peu des rendements avec les variateurs et tout là, où il posait la question, est-ce qu'il y avait en fait un lien direct entre le rendement et la puissance réactive, en gros l'énergie réactive? Oui, il y a un lien, en fait, il y a un lien direct entre le rendement et la puissance réactive. Plus la puissance réactive elle est importante, et plus le rendement va être faible, puisque le rendement de la machine, de la machine électrique, c'est justement le ratio entre la puissance qu'elle consomme et la puissance qu'elle va générer réellement en sortie. Et effectivement, c'est pour ça que le rendement il évolue fortement pour les machines asynchrones en fonction du niveau de charge, puisque donc la proportion de la puissance réactive dans
dans la puissance consommée totale va être plus importante quand le moteur asynchrone est peu chargé que quand il est fortement chargé. Super, merci. Je pense que ça répond à la question. Après, on n'est pas beaucoup, donc si vous voulez ouvrir les micros pour poser des questions directement, je pense que ça peut être pas mal. Donc, je ne sais pas, par exemple, si Eric Chauveau, ça a répondu à votre question ou pas. Normalement, vous pouvez ouvrir les micros, peut-être pas. Ah, c'est une vraie question. Oui, bonjour. Ah oui. Eric Chauveau, merci. Bonjour. Oui, la réponse est loin d'être simple en fait, hein, mais c'est un véritable problème en fait pour différentes raisons. C'est qu'en fait le rendement est tout à fait indispensable au calcul du ROI, mais par contre la puissance réactive, elle va être indispensable au dimensionnement du réseau d'alimentation. Bon, Oui, absolument. c'était le sous-entendu de ma question en fait. Parce qu'elle Mais ça entre répond tout à fait. parfaitement. Tout à fait, parce que la puissance réactive, en fait, entre dans le cumul de ce qui est appelé par la machine. Et, Eric avait oui, une autre question, je crois, sur les sources des données en fait, macro-éco pour calculer les temps de retour, je pense. Je sais pas si... C'est quasiment la première diapo. Hein. Ouais, alors ça c'est donc ça c'est des données, c'est des sources en fait qui ont été partagées par Horace. Ça, c'est l'ADEME, ça. Et voilà, si je me souviens bien, c'est l'ADEME. Ouais. Ok, merci. On avait Nathalie Delfour qui posait la question en fait sur si vous aviez des conseils en fait sur l'entretien et la maintenance des moteurs. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Oui, alors il y a, en fonction des différentes tailles et des différentes typologies de moteurs, il y a effectivement un certain nombre de choses à faire. Alors, il y a des basiques, hein, mais qui sont pas toujours bien appliqués, même si c'est des basiques. Le premier d'entre eux, il est très trivial, c'est le nettoyage. Pour l'aspect thermique et donc le bon fonctionnement thermique du moteur. Un moteur qui va être très très sale, très très encrassé, bah, il va avoir des difficultés à bien dissiper ses calories. Ça, c'est des basiques. En fonction des puissances de moteur, bah, il y a aussi de la lubrification qui peut être à faire. Donc voilà, les moteurs de faible puissance, souvent des roulements qui sont graissés à vie, et par contre, les moteurs de plus forte puissance vont avoir des roulements avec graisseur et donc avec des graisses préconisées, des intervalles de graissage qui sont bien détaillés dans les manuels des fabricants. Et puis après, bah, quand les moteurs ont vraiment bien travaillé, bah, il y a des opérations de remise en état, de rebobinage qui peuvent se faire. Mais ça, c'est un peu plus voilà, pour des moteurs qui ont vraiment du vécu. Mais sur les machines asynchrones, et notamment, enfin, c'est surtout valable pour les machines de puissance significative, hein. Le rebobinage, c'est relativement commun et bien maîtrisé. Et puis ouais, petite question complémentaire sur l'entretien peut-être des variateurs s'il y en a. Alors, les variateurs, bah, c'est de l'électronique de puissance et puis de l'électronique de commande. Bah, un peu comme tout appareillage électrique, il y a du contrôle à faire, il y a de la thermographie, des choses comme ça qui permettent de vérifier bah, notamment que toutes les connexions, notamment de puissance, sont bien serrées. Euh, toutes les mesures qu'on a évoquées là pour donc, lutter contre les harmoniques et puis puis gérer la CEM. Enfin, ça, c'est plutôt des mesures à prendre à l'installation. Mais il faut veiller à ce que les choses ne se dégradent pas.
C'est bon, voilà, c'est plutôt des recommandations basiques. Alors après, le variateur, hein, Oui. c'est aussi un élément qui dégage de la chaleur. Mm. Et il a lui aussi effectivement besoin d'être thermiquement bien géré. Donc s'il est installé dans une armoire, ben, en règle générale, hein, il va être installé dans une armoire avec une ventilation. Ben, faut s'assurer que la ventilation elle est bien opérationnelle, que les filtres sur les grilles d'extraction ne sont pas obstrués. C'est l'environnement aussi du variateur qui est à surveiller. Les conditions dans lesquelles il travaille qui sont à maintenir. D'accord, ok. Et on avait une dernière question de Clément Heurtin. Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur du taux de charge de la servopompe pour obtenir le ROI qu'on a vu? Et puis après, ouais, quel est le delta OPEX entre les deux solutions? Si on revient dessus. Alors là, en fait, hein, dans un cas comme ça, là, on va être sur une machine. Alors, il faudrait que je ressorte le cycle précis hein, sur lequel on a basé ce calcul-là. Mais en gros, on est sur une machine dont le temps de travail va être d'une minute, le cycle de travail est d'une minute, et les temps pour décharger et recharger vont être de 30 secondes. En revanche, on est sur une presse qui a la particularité d'avoir un temps de pressage avec maintien en pression, maintien en effort, qui est assez long dans le cycle. C'est-à-dire une phase dans laquelle on génère de l'effort, mais sans mouvement. Dans cette phase-là, notamment la servopompe est intéressante parce qu'elle permet de faire ce maintien en effort statique avec une consommation minimale. Et pour répondre donc sur l'aspect plus coût de maintenance, hein, ben, l'intérêt de la servopompe, c'est que on transfère en fait des fonctionnalités qui sont traditionnellement dans le système hydraulique. Ces fonctionnalités, elles sont transférées dans la motorisation. Donc, ça a des bénéfices en termes de simplification du système hydraulique. Et qui dit simplification du système hydraulique dit aussi une baisse des coûts de maintenance liés à l'hydraulique pure. Et on retombe dans des coûts d'entretien classiquement rencontrés pour des motorisations synchrones avec des variateurs de vitesse. Donc voilà, c'est les points de vigilance dont on vient de parler, notamment autour des conditions de fonctionnement du variateur de vitesse et de la motorisation synchrone. Mais ça a des coûts de maintenance qui sont globalement plus faibles que sur une installation hydraulique traditionnelle, parce que la servopompe a des effets bénéfiques, simplificateurs sur le système hydraulique. Traditionnellement, ça permet aussi de mettre moins d'huile dans le réservoir, dans le système. Ça permet de simplifier la filtration. Donc ça a aussi un effet bénéfique sur le côté coût d'entretien. Ok. Merci. On en a fini avec les questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des compléments. Hein, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez même ouvrir le micro hein, si vous voulez échanger directement, parce qu'on n'est pas très nombreux, donc ça pourrait le faire. En tout cas, merci pour la présentation. Donc, on enverra aux participants et à ceux qui étaient inscrits et qui n'ont pas pu venir la présentation. Et puis, le replay, en fait, sera sur notre YouTube, Horace. Donc, on enverra aussi le lien. On le partagera. Avant de terminer, je voulais juste... je vais partager mon écran pour faire un petit point sur nos prochains événements. Donc, juste rapidement, avant de terminer. Tac, est-ce que ça marche? Ouais. Donc oui, du coup, dans nos prochains événements, on a notre Horace Energy Tour qui est à La Roche-sur-Yon le 22 juin.
Donc en physique, c'est la matinée. Donc n'hésitez pas à venir. C'est des tables rondes en fait avec pas mal de retours d'expérience d'entreprises voilà, qui ont entamé ou qui sont même au début des fois des démarches d'économie d'énergie, donc qui reviendront peut-être sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir le 22 juin. Et le prochain webinaire, le 14 juin, sur l'achat d'énergie. Donc là, ça concerne à peu près tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à noter la date et à participer. En tout cas, merci pour la présentation et pour cette thématique très précise. C'est vrai que c'est une bonne synthèse, c'est un bon exercice, que le but c'est de pas trop rentrer dans les détails, parce que sinon pour 3 jours sur ce sujet. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir participé. Si vous avez encore une question, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, bah, merci à tous d'avoir participé et puis on va pouvoir fermer le webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à Merci. tous. Excellente journée. Au revoir.